C'est bon, on est live. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a la série des workshops et des webinaires que le Club des dirigeants lance pendant cette période, qu'aujourd'hui a une perspective de communiquer et de partager des thématiques très différentes et qui ne seront que utiles pour votre business et pour votre profil en tant que dirigeant et bien sûr pour vous et pour votre équipe. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante parce que le post-Covid avait montré qu'aujourd'hui, la transformation digitale est un pilier important pour la continuité de l'activité et pour la compétitivité de ton entreprise. Pour cela, on a choisi d'évoquer une thématique importante, c'est l'infrastructure, parce qu'on ne peut pas réussir une transformation digitale sans infrastructure. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est l'infrastructure digitale pour relever les défis des entreprises marocaines. Pour ce webinaire, on a avec nous Chakib Achour. On vous remercie beaucoup, Chakib, pour accepter l'invitation du club et pour ce partage qui va être bénéfique pour la communauté. Chakib Achour, c'est un marketing business strategy et il est aussi public affaires au niveau du Royaume-Morocco, mais je vous laisse plus l'aval pour vous présenter mieux et vous présenter un petit peu votre profil et bien sûr par la suite on va présenter la thématique. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous êtes avec nous au niveau du Zoom pour partager vos questions, sinon au niveau du Facebook aussi. Et voilà, donc on reste à votre écoute et à vous la parole, c'est Achour. Merci. Bonjour à tous et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, j'aurai le plaisir de partager avec vous l'expérience de Huawei dans la transformation digitale pour des entreprises. Donc, nous allons passer peut-être un peu moins une heure ou en fonction des questions-réponses. Alors, la thématique que j'ai choisie, c'est l'importance de l'infrastructure digitale après le Covid-19. Parce que, comme vous le savez très, très bien, cette pandémie nous a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Et donc, nous avons tiré des leçons. Et donc, il va falloir effectivement tirer des conclusions et avancer dans le bon sens. Donc, je représente la société Huawei. Donc, je suis le directeur marketing stratégie Huawei Maroc. Donc, on va commencer la présentation. Donc, je vais parcourir 3 thématiques. Une première thématique qui va parler un petit peu de ce contexte d'épidémie, enfin, ce contexte, je dirais, de pandémie que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Comment effectivement la transformation digitale, comment l'infrastructure digitale répond à nos besoins au quotidien pendant cette période. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc, je vais vous parler de la vision de Huawei, comment supporter les entreprises avec une infrastructure ICT solide, digitale. Et la troisième partie, donc, on va parler de la transformation digitale en termes de stratégie, donc basée sur l'infrastructure digitale, ICT. Et on va parler, donc je vais partager également avec vous quelques cas d'usage, des use cases. Et également, je partagerai avec vous une petite vidéo qui permet de mettre tout ça en lumière. Le premier slide, c'est pour partager avec vous le contexte que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, l'épidémie, non seulement, donc aujourd'hui, on fait face à cette problématique de pandémie que nous sommes en train de vivre. Et donc, on voit très, très bien que le digital, il est présent parce qu'aujourd'hui, nos habitudes ont changé. Nous sommes obligés de continuer à travailler au quotidien. Donc, on utilise la vidéoconférence comme là aujourd'hui, tout de suite, on est en train d'utiliser Zoom, donc la vidéoconférence pour pouvoir faire cette présentation. Donc, l'éducation, on s'est adapté rapidement parce que les élèves, ils doivent continuer à suivre des cours. Et donc, parce que le baccalauréat aussi qui approche, donc il va falloir continuer à suivre des cours. Donc, on utilise les moyens dont on dispose aujourd'hui, ces moyens qui sont ce qu'ils sont. C'est l'Internet, parfois le débit il est bon, parfois il n'est pas bon. La vidéoconférence, pour ceux qui n'ont pas l'Internet, donc ils utilisent la télé. Hélas, l'Internet n'est pas encore généralisé
partout au Maroc. Pareil, dans le domaine médical, on voit très bien, donc effectivement, les hôpitaux sont chargés, mais malheureusement, il y a des patients qui souffrent des maladies chroniques et qui doivent rester en contact avec les docteurs. Donc, ces patients n'osent pas se déplacer vers les hôpitaux. Donc, il faut qu'il y ait un moyen à ce que ces patients soient en contact avec leur docteur. Donc, là, on parle de la télémédecine. Bref, donc, vous voyez très, très bien, effectivement, nos habitudes ont changé. Et donc, on voit que le digital, il est là. Et très simplement, si l'Internet n'est pas là, si le 4G n'est pas là, on ne pourra pas faire ça, donc on ne peut rien faire. Donc là, aujourd'hui, l'Internet, c'est une ressource comme l'eau, comme l'électricité, le digital aussi. Le digital aussi, donc c'est une ressource dont il faut effectivement, qu'il faut utiliser pour faire face effectivement au développement des entreprises. Et on voit très très bien aujourd'hui comment dans les hôpitaux, donc on utilise de plus en plus, pardon, une infrastructure ICT solide pour faire des scanners, pour partager des scanners à travers l'Internet et pour pouvoir faire des vidéoconférences. Bref, donc l'infrastructure NTIC ICT, elle est là pour faire face à cette pandémie, avec des hauts et des bas, bien sûr. Euh, Maintenant, quand on regarde aujourd'hui dans un contexte effectivement de cette pandémie, on voit très très bien la fondation NTIC, enfin, la fondation ICT, ils sont très sollicités pour faire face à cette pandémie. Donc, vous voyez très très bien dans cette courbe, donc il y a un slide au milieu, donc vous avez tous entendu parler de cette courbe en cloche qui permet de résumer les, euh, les cas qui sont infectés par jour. Donc, le Maroc, on est quelque part ici, hein, donc on est peut-être au plateau, hein, donc j'espère qu'on est déjà dans le plateau et qu'on va commencer à baisser. Mais le plus important, c'est que quand on regarde par rapport à cette courbe en cloche qui signifie effectivement des statistiques, je dirais donc des cas qui sont contaminés par jour, etc., vous voyez très très bien de bout en bout, donc il y a une augmentation de trafic au niveau télécom. Et au-dessus de cette courbe, dans ce slide, vous avez 5 étapes. Donc, tous les pays sont passés par ces étapes-là. Il y a une première étape où il faut effectivement commencer à sécuriser. Donc, il faut commencer rapidement à bloquer les frontières. Une deuxième étape qui permet d'empêcher la propagation du virus en interne. Donc là, il va falloir sécuriser quelques endroits stratégiques, mettre peut-être des caméras thermiques, beaucoup plus que juste prise de température. Et une troisième étape qui permet effectivement, on appelle de réduire les risques d'émeutes parce qu'il faut que les gens continuent à travailler, puis il faut qu'ils aillent faire leurs courses d'une manière normale. Et une étape 4, comment faire pour maintenir effectivement la fonction sociale, comment faire en sorte que nos tâches quotidiennes continuent, qu'on puisse continuer à travailler. Et la cinquième étape, comment sortir, je dirais, du confinement. Et donc, vous voyez très, très bien pendant ces 5 étapes, les infrastructures, je dirais, donc télécom, ils sont très, très, très sollicités. Et je pense que vous avez pu le constater. Parfois, il y a des pics, il y a des problèmes de congestion réseau. Maintenant, peut-être un peu moins. Les opérateurs, ils ont fait du bon boulot, donc ils arrivent à pallier à ce problème. Donc, on travaille avec les opérateurs justement pour anticiper et faire en sorte éviter effectivement ces problématiques de pic. Probablement, il y a eu des problèmes au début, mais probablement, comme vous pouvez le constater, beaucoup moins maintenant. Alors, dans ce contexte-là, nous avons également développé, nous, Huawei, donc des solutions qui sont adaptées pour ce contexte de Covid-19. Quand vous regardez dans ce slide-là, donc vous avez sur la partie gauche, dans les hôpitaux, un système qu'on appelle le système de scanner, parce qu'au fait, quand il y a le patient qui est contaminé par le virus dans l'hôpital, on va lui faire un scanner pour examiner l'état du poumon et quel est le pourcentage de contamination dans les poumons. Donc, on peut le faire par voie normale, et là, donc c'est la flèche qui descend en bas, vous voyez très très bien, previously fully manually, et donc effectivement, on a le scanner, le docteur, il analyse le scanner, et donc il y a un diagnostic qui est fait au bout de 10, 12, 15 minutes. Ce que nous avons développé, c'est une solution qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, une fois que le patient, on lui fait faire un scanner, ce scanner-là, donc l'image du scanner, on la charge sur notre cloud et on utilise une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de sortir un diagnostic de ce scanner en quelques secondes ou 1 minute ou 2 minutes maximum. Donc, ce diagnostic est assez précis parce que
il donne le diagnostic, bien sûr, pour l'état du patient, mais également le pourcentage de contamination au niveau des poumons. Et donc, effectivement, ça, c'est un outil qui aujourd'hui qui est déployé dans à peu près une vingtaine de CHU au niveau mondial. Donc, ça, c'est les statistiques qui datent du 26 février. Aujourd'hui, c'est déployé au Moyen-Orient, c'est déployé donc, en Amérique latine, en Asie. Donc, on a fait des tests également. Les tests sont en cours avec cet outil d'intelligence artificielle avec plusieurs CHU donc, en Europe. Voyez-vous, donc, il faut s'adapter par rapport au contexte. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ce contexte d'épidémie, on fait ce qu'on peut. Maintenant, il va falloir développer encore plus cette transformation digitale et développer encore plus cette infrastructure digitale pour pouvoir faire face effectivement aux aléas économiques que les entreprises vont rencontrer par la suite. Et donc, vous voyez très, très bien que le digital ici remodèle l'écosystème industriel. Et donc, quand on regarde effectivement par rapport à ce slide, donc, on a besoin de connaître de plus en plus le client. On a besoin d'anticiper effectivement le sentiment du client par rapport aux produits qu'on va sortir, quel service on va fournir, quelle est la chaîne de valeur qu'on va mettre en place, quel est le mode opérationnel qu'on va mettre en place. Et donc, quand on regarde tout ça, effectivement, il y a quand même des challenges. Donc, les challenges, quand on regarde dans ce slide-là, les challenges, ils sont, je dirais, donc résumés par trois choses. Donc, ce qu'on appelle le customer experience, quel est le retour de la satisfaction client, le retour de l'expérience client, tout simplement, la partie opération et la partie écosystème. Et en fait, quand on regarde dans la partie customer experience, comment on va juger ce customer experience? C'est basé sur le produit qu'on va élaborer, qu'on va fournir au client, le marketing. Donc, évidemment, le challenge auquel les entreprises vont faire face, comment diversifier le produit, premièrement. Deuxièmement, comment le marketing réduire, par exemple, le timing pour mettre en place des nouveaux produits. Comment on peut passer de quelques jours à quelques semaines? Comment on peut passer de quelques jours à quelques minutes? La partie opérationnelle et surtout le TTM, le time to market, comment effectivement passer de quelques mois à quelques minutes? Comment multiplier les canaux? Comment multiplier également les partenaires? Donc ça, c'est les challenges auxquels vous faites face. Et quand on regarde effectivement par rapport à ces challenges, on voit très bien que les technologies as driver, en fait, les technologies effectivement sont omniprésentes pour développer donc l'activité économique des entreprises. Et on voit très très bien que la technologie est omniprésente parce qu'on a besoin de la connectivité mobile, donc ce qu'on appelle le mobile broadband, on a besoin de smart devices, on a besoin de ce qu'on appelle de la communication unifiée, on a besoin du nouveau modèle économique et nous avons besoin également d'inclure les nouveaux modèles de paiement, ce qu'on appelle le mobile banking ou le mobile money également. Nous avons besoin d'inclure également des nouvelles technologies qui sont basées sur l'Internet of Things, l'Internet des objets et le cloud. Le cloud, c'est la pierre angulaire qui est la plus importante qu'il faut effectivement considérer dans cette transformation. Maintenant, une fois qu'on a parlé de contexte épidémique, qu'on a parlé de cette introduction, donc de ce qui se passe en termes de transformation digitale, on va passer à une deuxième partie pour parler de la vision de Huawei, comment Huawei fait en sorte de supporter les entreprises dans cette transformation ICT. Premièrement, donc je partage avec vous la vision de Huawei. Huawei a pour vision, c'est de construire un monde connecté et intelligent. Alors, comment? Alors, la vision, la stratégie de Huawei, c'est de fournir le digital à toute organisation, citoyen, entreprise ou gouvernement. Donc, c'est ça notre mission. Maintenant, comment on va fournir ce digital à toute organisation, que ce soit gouvernement, citoyen ou entreprise? Eh bien, on a une vision. Cette vision, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur ce qu'on appelle la connectivité, l'intelligence. Donc, on a de plus en plus l'intelligence artificielle qui est présente, les personalized experience et le digital platform. Et tout ça basé sur ce qu'on appelle trois pôles qui sont la connectivité, le cloud computing et le smart device. La connectivité est très importante pour qu'on puisse effectivement avoir une bonne transformation digitale. Le cloud computing est une fondation de base pour la transformation digitale.
Et il faut considérer effectivement les smart devices dans votre schéma de transformation digitale. Et tout ça doit être dans un monde intelligent. Et dans ce monde intelligent, c'est-à-dire qu'il faut mettre des outils qui sont basés sur le big data et l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de ça, je souhaite partager avec vous dans ce slide-là une méthodologie qui permet de mettre tout ça donc, en place, qu'on appelle le ROOTS. En fait, cette méthodologie, elle est basée sur 5 axes qu'on appelle, en fait, c'est le real time, on demand, all online, do it yourself, social. La première chose, c'est pour réussir une transformation digitale, il faut que tout soit temps réel. Donc, en fait, la notion de temps réel est très importante dans le digital. Et il faut que ça soit à la demande pour que ça marche bien au niveau de transformation digitale. Les services que vous allez mettre en place, il faut que ça soit à la demande. Il faut que ça soit all online. Il faut qu'il soit tout de suite disponible pour l'usage. C'est-à-dire que moi, entreprise, je veux utiliser tel ou tel service auprès de mon fournisseur. Il faut que j'accède rapidement à ce service et il faut que je puisse l'utiliser rapidement. Et il faut que je puisse avoir une communication pratiquement en temps réel avec mon fournisseur. Et il faut que le do it by yourself, c'est-à-dire qu'il faut que quand on mettait ce service online, il faut que ça soit simple à l'usage et il faut aussi l'implication des réseaux sociaux. Donc, c'est une méthodologie que nous avons déjà mis en place, qui aujourd'hui donc qui est opérationnelle. Et si vous êtes intéressé, on peut très bien avoir donc d'autres discussions par rapport à cette méthodologie. Donc, rien que pour cette méthodologie, on peut avoir une demi-journée ou une journée de discussion sur le fonctionnement derrière. Alors, quand on parle, donc, une fois qu'on a parlé de cette méthodologie, donc comment effectivement construire ce qu'on appelle cette digital society. Donc, ce qu'on appelle à gauche, enfin, dans le slide, vous avez le digital society. Donc, en fait, c'est la combinaison entre le télécom et l'IT. Et donc, vous voyez très bien dans la couche en bas, on dit everything is connected. Tout doit être connecté et tout doit être digitalisé. Et donc, ce qui permet de faire ça, c'est le NTIC, c'est le ICT. Alors, bien sûr, dans tout ça, aujourd'hui, on utilise de plus en plus de data au lieu de la voix. Comme vous pouvez le voir également, from on demand to always on. Donc, effectivement, donc on a les médias, la partie sociale qui est de plus en plus présente, la partie Internet of Things et la partie ICT. Alors, pour illustrer ça, donc en fait, la société numérique repose sur 3 éléments constitutifs essentiels. Donc, les 3 éléments, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé du cloud. Donc, tous les services doivent être cloudifiés. Le contenu doit être cloudifié, basé sur des applications SaaS, tenir en compte des applications qui font partie de la communication unifiée et les nouvelles technologies qui sont basées de machine to machine. Donc, le cloud, c'est la pierre angulaire. Et en plus, ce qu'il peut vous apporter, c'est une architecture distribuée, une réduction de coûts et la possibilité d'avoir une grande puissance de traitement. La deuxième chose, c'est le réseau. La connectivité est très importante. Et la troisième chose qui est en bas, ce sont les devices. Alors, une fois qu'on a parlé de tout ça, nous, Huawei, comment on répond à cette stratégie, à cette vision? Et ben, pour répondre à tout ça, donc nous, on a ce qu'on appelle, donc notre offre est basée sur le Huawei Digital Platform Full Stack. Donc, en fait, ça, c'est notre offre. Alors, je ne vais pas détailler cette offre pour aller vous dire ce qu'on a dans les serveurs, dans les routeurs. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous expliquer qu'on a une plateforme digitale full stack qui permet de mettre tout ça en musique. Et donc, quand on regarde dans cette digital platform, vous avez dans la première partie en bas la couche de base qui est la partie device. Après, vous avez la connectivité qui est constituée donc de la partie routeur, la partie data center, etc. Et la partie cloud qui est très importante. Et derrière le cloud, il y a toutes les infrastructures de data center, le serveur, le stockage. Au-dessus, on va monter donc pour mettre en place des solutions. Donc, on a besoin de l'IoT, du big data. Donc, on a besoin des applications de géolocalisation. Et tout ça doit être combiné parfois avec l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir
répondre à des besoins qui sont précis, que ce soit pour construire, pour mettre en place Smart City, ou pour mettre en place une Smart Campus, ou pour mettre en place un système de transport intelligent, ou pour mettre en place un système digital pour le marché financier. Donc voilà, donc ça c'est la plateforme digitale de Huawei qui permet de répondre à cette transformation digitale, et elle est aussi par secteur, pour le gouvernement, pour le transport, pour les finances, etc. Alors ça, une fois qu'on a parlé de cette transformation digitale et comment Huawei donc répond à ça, je partagerai avec vous donc, maintenant la troisième partie, et on va parler donc de ce qu'on appelle l'Enterprise ICT Strategy. Et je vais partager avec vous une vidéo et on va finir par des use cases. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la première stratégie dans un processus de transformation digitale, c'est le cloud. Il faut commencer par cloudifier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai assisté à plusieurs fois à des conférences où j'ai vu des expériences où les clients, ils commencent à parler de la transformation digitale. Donc, il va commencer la transformation digitale. Donc, on va parler de CRM, on va parler de transformation digitale de process de ressources humaines, du workflow. Et puis, finalement, on n'a pas tenu en compte des problématiques de ressources de digital platform. Donc, on va mettre en place, par exemple, une digitalisation d'un workflow, mais il se trouve que la plateforme digitale qu'on a, donc ce n'est pas une plateforme digitale, c'est des serveurs, c'est des stockages, ils ne répondent pas par rapport à l'application que nous souhaitons mettre en place, par exemple, de transformation digitale de ce workflow. Donc, c'est pour cela que le cloud est très important. Et il faudrait supprimer le fait que vous soyez coincé parce qu'il y a un manque de ressources. La première je dirais, premier intérêt du cloud, c'est de dire j'ai des ressources en ligne, c'est-à-dire que c'est des ressources élastiques. Donc, quand j'utilise le cloud, j'ai l'application qui est sur le cloud. Si j'ai besoin que par exemple, d'une puissance de 2 CPU, c'est OK. Mais si j'ai besoin de plus, donc il y a une extension élastique dans le cloud et je ne suis jamais bloqué par rapport à ça. Donc, le cloud est très important. Maintenant, quand on parle du cloud, effectivement, il y a des questions qu'il faut se poser. Alors, quelle est la vision du cloud dans votre vision informatique? La structure de gouvernance des entreprises dans le cloud? Est-ce que je vais partir sur un cloud privé, public ou hybride? Comment faire la sélection du bon fournisseur du cloud? Comment restructurer donc l'organisation? Donc, restructuration de l'organisation informatique pour prendre en charge le cloud. Est-ce que mes applications sont déjà aptes et prêtes pour aller dans le cloud ou pas? Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant d'aller sur le cloud. Et la deuxième chose, une fois qu'on a adopté le cloud comme technologie de base pour cette transformation digitale, il faut aussi penser comment mettre en place ce qu'on appelle ces stratégies de Connected Vision. Donc, avoir cette connexion unifiée au niveau de tous vos services, donc au niveau de tous les services de l'entreprise, et inclure également les médias sociaux. Les médias sociaux, aujourd'hui, est un canal qui est très important. Et pourquoi pas ne pas hésiter je dirais donc, à étendre donc cette connexion unifiée, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans la communication avec les clients. Donc, faire en sorte de créer une vision connectée à l'échelle de l'entreprise, comment communiquer en interne, donc au niveau de l'entreprise, mais aussi avec les clients. Donc, on commence par comprendre les relations connectées, prise en charge par la communication unifiée et améliorer les services qu'on propose aux clients. Alors, là, je vais switcher sur des cas d'usage, mais avant de switcher sur des cas d'usage, je vais partager avec vous une vidéo et après, je vais partager avec vous donc les cas d'usage. Between you and me and the whole world, there's ubiquitous connectivity. From now on and forever, we will witness the pervasive intelligence to transform or to be transformed, to leverage new technologies or remain stagnant, to lead innovations or fall behind, to operate as a whole or remain isolated.
a digital platform can integrate new ICT technologies, will help you make the choice to explore further. We will work on a predictable and controllable campus. We will travel through a convenient and efficient way. We will live in an intelligent and safe city. A bright future is ahead of us. Digital platform, the road to digital transformation. Donc, vous voyez bien dans cette vidéo, donc, le fil conducteur de la transformation digitale, il est basé sur un fondement de base qui est très important, qui est quoi? Qui est la connectivité, premièrement, donc la connectivité réseau. Après la connectivité réseau, il y a la partie cloud, donc le cloud data center. Et puis après, donc, on va parler de la partie big data, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Donc, c'est les différents piliers qui font qu'on peut réussir une transformation digitale. Et c'est aussi ça le fil conducteur de cette présentation que je suis en train de vous présenter. Alors maintenant, permettez-moi donc de passer sur quelques cas d'usage, exemple de transformation digitale, de quelques cas clients. Alors, premièrement, donc je commence par ce premier cas d'un site e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce va se développer de plus en plus au Maroc, hein, donc ce n'est pas un secret. Et donc, effectivement, ça, c'est un client, Vimol, avec qui nous avons travaillé, qui fait des sites de e-commerce, mais il avait des problématiques, ce qu'on appelle dans le Black Friday, quand il arrive Black Friday, donc il avait des problèmes de gestion de ressources. Donc, on a aidé donc, ce client à faire une migration de son infrastructure d'un cloud privé avec extension de ressources vers notre cloud. Donc, du coup, donc, le frein qui existait avant, qui était lié à l'infrastructure, n'existait plus parce qu'il a augmenté le nombre d'utilisateurs par jour de plus de 400%. Il arrive maintenant à faire face au pic des utilisateurs, donc plus de 400 000 utilisateurs pendant le pic. Donc, en l'espace de 9 heures, il arrive à traiter donc, 110 millions de dollars de transactions. Et donc, tout ça, donc, pour faire face aussi donc, aux problématiques de le nombre de connexions d'utilisateurs et le nombre de transactions qui augmentent pendant le Black Friday. Donc, il n'y avait plus de problématique par rapport à ça parce que les ressources sur le cloud, ils étaient, je dirais, donc, ce qu'on appelle élastique infrastructure. Donc, ils s'étendent en fonction de l'usage. Donc, ça a permis d'augmenter effectivement le nombre de transactions à gérer, le nombre d'utilisateurs, le nombre de clients, simplifier l'infrastructure IT qu'il avait avant, il l'a simplifié et surtout simplifier les opérations et il a réduit les coûts d'exploitation. Ça, c'est un autre cas d'usage qui est très important. Je pense que vous connaissez très, très bien l'application Sage. Aujourd'hui, donc, beaucoup de clients, donc, ils passent avec cette application Sage en cloud. Donc, ils n'ont plus besoin de payer donc, la licence. Donc, une fois qu'ils passent en mode cloud, ils n'ont plus besoin également donc, de payer des licences ni par la partie SQL Server, ni pour la partie Microsoft, ni antivirus, ni quoi que ce soit. Donc, tout est payé à l'usage d'une façon mensuelle, donc par un fournisseur de cloud. Et donc, les bénéfices par rapport à ça, c'est que les garanties des SLA, qui sont plus de 99%, donc c'est un paiement qui est à l'usage, donc plus besoin d'investir sur la licence ou quoi que ce soit. Donc, une mise à jour et exploitation de la plateforme de cloud et surtout donc, sécurisation des données dans le cloud. Maintenant, quand on regarde, une fois qu'on a vu ces deux cas d'usage, le client se pose toujours ces questions. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on a de plus en plus des petites sociétés qui font de l'ingénierie, qui font de la modélisation en utilisant des logiciels 3D, hein, donc les logiciels par exemple AutoCAD. Et il a des questions par exemple qui se posent, ces clients, comment je vais faire ma modélisation en utilisant un poste de travail, le poste de travail est coûteux, comment je ne peux pas être contraint d'être physiquement présent et je ne peux pas pouvoir collaborer à distance, donc ça c'est une question. Comment partager donc mon écran
comment faire en sorte effectivement d'avoir les données qui sont sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, ces petites sociétés qui font de l'ingénierie, qui utilisent ces logiciels comme AutoCAD, par exemple, en 3D, le logiciel, il coûte cher. Après, donc, vous avez aussi les problématiques de, je dirais, donc, l'infrastructure qui coûte cher. Donc, il faut avoir des serveurs donc assez, donc, une bonne configuration pour pouvoir supporter donc, ce type de logiciel. Et également, comment faire en sorte de partager, une fois que j'ai fait la modélisation, comment je vais la partager. Donc ça, c'est des questions que se pose, par exemple, ce type de bureau d'études. Et donc, il y a, je dirais, une réponse par rapport à cette question qu'on appelle aujourd'hui sur le cloud desktop. Dans le cloud desktop, en fait, c'est tout simplement le bureau virtuel. Alors, le bureau virtuel, c'est quoi? Donc, je vais commencer par le plus simple. Aujourd'hui, dans les centres d'appel, certains agences bancaires également, on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur par… On n'a plus besoin d'avoir un PC ordinateur pour chaque poste. Donc, on peut très bien avoir aujourd'hui ce qu'on appelle le cloud desktop ou le virtual cloud desktop. En fait, c'est un terminal passif ou peut-être, ça peut être aussi un ordinateur, mais les données, toutes les données sont stockées dans le cloud. Donc, il n'y a plus besoin, donc, effectivement, à ce que l'utilisateur soit confronté à ces problèmes d'utilisation de PC. L'environnement de l'utilisateur, il n'est pas sur le PC local, mais il est sur le cloud. Donc, l'intérêt, c'est que, premièrement, la sécurité. Toutes les données, ils sont sécurisées, sont dans un data center et dans un cloud. Deuxièmement, on n'est plus, je dirais, donc, on n'a plus besoin donc, de faire face à ces problèmes de PC qui est en panne ou des problèmes de configuration de logiciel, puisque tout est automatisé au niveau du cloud et data center. Donc, et ça coûte beaucoup moins cher, et donc c'est rentable donc pour le centre d'appel, pour les banques. Maintenant, pour revenir au bureau d'études, dans le cas de bureau d'études qui utilise l'AutoCAD, qui coûte cher, quand vous regardez par exemple sur ce slide-là, donc sur le côté gauche, sur la situation 1, quand on a besoin de faire une modélisation 3D, vu que j'utilise des ordinateurs, des serveurs assez puissants, je ne peux pas rester dans mon bureau. Donc, il faut que j'aille dans une salle spécifique où il y a ces serveurs-là. Ou dans le deuxième cas, je ne peux pas utiliser donc, ce logiciel dans mon desktop, dans mon laptop. Je dois avoir sur mon bureau mon laptop et un autre serveur pour pouvoir faire cette modélisation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on offre, effectivement, c'est le cloud desktop. Et ce cloud desktop, il offre avec le logiciel donc AutoCAD qui est hébergé directement sur le cloud, on peut y accéder à partir de mon laptop ou de mon terminal. Je peux faire de la modélisation. Et ce qui est intéressant, une fois que j'ai fait la modélisation, donc c'est ce que je voyais donc sur le côté à droite du slide, et une fois que cette modélisation elle est là, je peux y accéder à tout moment et à travers, donc à partir de n'importe quel poste, à partir de mon laptop, à partir de mon téléphone smartphone, à partir d'une tablette, et je peux être en dehors de mon bureau avec mon client et je peux utiliser le design qui a été fait avec n'importe quelle tablette. Voilà, donc ça c'est une action concrète dans ce qu'on appelle dans le cloud desktop avec le 3D. Et là, vous avez donc un cas d'usage. Donc, c'est un client plutôt qui est basé donc, en Europe, qui est plutôt dans le stockage des produits pétroliers et qui a opté pour cette solution. Donc, il investissait beaucoup, je dirais, donc, de moyens en termes de coûts sur la partie IT, sur la partie data center, sur la partie logicielle. Donc, il a choisi cette solution de cloud desktop. Et donc, les bénéfices, c'est qu'il a pu optimiser donc, ses coûts et donc, il a pu avoir donc, donc faire face à je dirais donc, ces coûts qui étaient liés au data center. Donc, il a arrêté tous les data centers qu'il avait dans plusieurs pays donc, en Europe. Et donc, il utilise cette solution qui est basée donc, sur le cloud. Et donc, les collaborateurs de cette société, ils peuvent accéder à tout moment, même s'ils sont en dehors du bureau, à travers le terminal, à travers le laptop, aux modélisations donc AutoCAD en toute facilité. L'autre cas d'usage que je souhaite partager avec vous, c'est un cas d'usage de GFI. C'est aussi donc un client, c'est un partenaire et c'est un client au Maroc avec qui nous avons travaillé. Nous avons aidé la société GFI pour faire la migration de la plateforme de IT qu'ils avaient en interne, qui
qui demandaient beaucoup de ressources humaines et également en termes d'infrastructure. Donc, on a fait une migration de leur plateforme de développement vers un cloud. Donc, un cloud qui est basé ici au Maroc avec un partenaire opérateur télécom. Donc, les bénéfices, c'est d'avoir une agilité, flexibilité de modèle IT, une maîtrise du coût d'exploitation, une maîtrise d'OPEX, et donc avoir un seul interlocuteur unique pour l'IT et également pour la connectivité, puisque en l'occurrence, le fournisseur de cloud, il lui fournit également la connectivité, non seulement les services cloud, mais également la connectivité. L'autre cas d'usage que je souhaite partager avec vous, c'est une société qui s'appelle Highway. C'est à l'échelle marocaine, en fait, c'est une filiale d'un groupe, mais c'est une petite filiale ici au Maroc. Highway, c'est une société qui est spécialisée dans les solutions e-santé, qui fournit des solutions logicielles pour des établissements donc, dans le domaine de la santé. Et donc, ils ont une présence dans plusieurs pays, et donc ils ont une filiale au Maroc. Le challenge qu'ils avaient, c'est que héberger les données de la santé dans un cloud souverain pour être conforme à la réglementation, parce qu'aujourd'hui, il faut protéger les données des patients et donc il faut avoir donc cette protection de données. Donc, c'est pour ça qu'ils ont opté pour le cloud qui est au Maroc. Donc, avec une solution qu'on leur a fournie qui est basée sur le virtual data center. Et les bénéfices, bien sûr, c'est surtout donc une meilleure productivité, une conformité par rapport à la réglementation et donc également donc, les données qui sont protégées et sauvegardées sur le cloud. Le dernier cas d'usage que je souhaite partager avec vous, c'est une école privée qui s'est développée en université dans le Moyen-Orient, qui donne des cours à distance, enfin qui donnait des cours à distance bien avant la pandémie, en utilisant cette technologie de VDI, de cloud desktop, où plusieurs étudiants ils peuvent suivre des cours à distance là où ils sont, avec toute interactivité avec les professeurs. Et donc, les cours, après, sont disponibles donc, sur la plateforme du cloud. Donc, voilà, j'essaie donc de partager avec vous ces cas d'usage pour illustrer un petit peu, donc, je dirais, donc, ma présentation. Maintenant, quand on parle de transformation digitale, il y a 6 choses qu'il faut effectivement suivre, qui sont vraiment impératifs. Donc, j'ai parlé du cloud, donc le cloud comme une pierre angulaire de tous les services. Il faut aussi créer donc cette vision connectée à l'échelle de l'entreprise et aussi avec le client. Pourquoi pas effectivement utiliser de nouvelles opportunités aujourd'hui avec le digital home, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus le smart TV, le digital home qui se développe, et donc il y a des marchés qui se développent par rapport à ça. Quand on développe le cloud, il faut aussi que le réseau soit effectivement smart, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le All IP Network. Il faut inclure tout ce qu'on appelle le smart device dans votre architecture, de telle façon, quand je dis inclure smart device dans votre architecture, c'est de telle façon que vos collaborateurs puissent accéder donc à la plateforme IT que vous utilisez, là où ils sont, non seulement chez eux, mais même quelque part, ils sont sur un site ou sur un chantier, il peut accéder avec une tablette, avec son smartphone, il peut contrôler à tout moment, et donc il peut accéder donc, au système donc, informatique que vous avez mis en place. Et la sixième partie, enfin, dernièrement, donc le sixième axe qu'il ne faut pas oublier, c'est le développement aussi de mobile money qu'il faut aussi inclure dans cette stratégie. Et pourquoi pas, tout dépend de votre, je dirais, donc, secteur d'activité, pourquoi pas ne pas aussi tenir compte des nouvelles technologies qui sont basées sur l'Internet of Things, l'Internet des objets et machine to machine. Donc, voilà un petit peu donc, la présentation que je voulais partager avec vous. Donc, je suis à votre écoute s'il y a s'il y a des questions. Merci beaucoup, Monsieur Shakir, pour la présentation. Réellement, à travers cette présentation, on voit surtout avec les use cases qu'il y a un impact réel en termes de résultats si on est dans cette méthodologie de transformation digitale. Je m'adresserai à l'ensemble des participants qui sont avec nous au niveau du Zoom ou au niveau du Facebook pour partager. N'hésitez pas à partager vos éventuelles questions ou besoins d'éclaircissement pour apprendre mieux comment on peut réussir cette transformation digitale. Donc, on a une première question au niveau du chat de M. Hassan Nafidi.
qui nous demande est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le cloud que vous avez développé avec l'opérateur télécom? Oui, alors j'ai le plaisir de travailler sur ce projet et autant que Marocain, je suis fier de dire que j'ai contribué à lancer un premier cloud souverain au Maroc avec un opérateur marocain. Donc effectivement, donc nous avons fait un partenariat avec Enui et nous avons lancé ce cloud en partenariat avec Enui. Donc maintenant, vous avez une offre qui existe sur le marché marocain qui s'appelle Enui B2B Cloud. C'est un cloud d'Enui qui est basé sur notre infrastructure et qui est hébergé sur 2 data centers à Casablanca et à Rabat. Et en plus, c'est une première parce qu'il offre 2 clouds avec une redondance géographique entre Casablanca et Rabat. Donc, c'est un cloud souverain, c'est un cloud qui répond aux besoins des entreprises marocaines, du gouvernement. Et aujourd'hui, donc, il y a déjà à peu près 42 ou 44 clients qui sont déjà, qui utilisent déjà ce cloud. Il y a des banques, il y a des assurances, il y a McDonald's, il y a la télévision marocaine de la SNRT, et puis il y en a d'autres. Alors, on demande aussi, sans vouloir citer de nom, on fait pas on fait pas du Bien sûr. marketing, mais on a une question, qu'en est-il du cloud Maroc Télécom? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent avec Maroc Télécom pour leur cloud? Euh, Sur le cloud Maroc Télécom, donc j'ai aucune idée. Je ne sais pas quelle est leur offre par rapport le cloud en termes d'infrastructure as a service. Donc, j'ai aucune idée par rapport. Donc, nous, on a fait un partenariat avec Inui, donc ça a été fait. Donc, ce cloud maintenant, c'est Inui qui le gère. Donc, c'est un cloud de Inui. Par rapport à Maroc Télécom, franchement, j'ai pas de réponse parce que j'ai aucune idée. Donc, nous n'avons pas collaboré avec Maroc Télécom sur le cloud infrastructure as a service. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Donc, je vais revenir à une question au niveau de Facebook. On a parlé beaucoup du cloud et qui dit cloud dit sécurité de données. Oui. Maintenant, la question qui se pose au niveau de Facebook, alors je vais quand même la partager comme elle a été mentionnée. En concernant la sécurité des données mise au niveau du cloud, qu'en est-il de la sécurité? Voilà. Bah, premièrement, c'est un cloud Et la marocain. confidentialité, alors surtout la garantie de la confidentialité. Bah, le cloud, il est marocain, donc il est basé au Maroc. Donc, il est géré par un opérateur. Et l'opérateur, il a mis des outils en place en parallèle donc avec le cloud qui sont basés sur la cybersécurité. Maintenant, nous, on offre notre plateforme qui est basée, donc le cloud qui est basé sur OpenStack, qui est déjà euh, complètement, je dirais, aligné avec ce que demande la communauté européenne. Donc, nous avons tous les certificats de sécurité donc, je dirais, donc la communauté européenne, puisque ce cloud, le même, il est déjà déployé donc, en Allemagne, il est déjà déployé en France, déjà déployé en Angleterre. Donc, il n'y a aucun problème donc, de confidentialité et il n'y a aucun problème, je dirais donc de sécurité par rapport à ça. D'accord. Euh, Sinon, on a une question au niveau de Zoom. Alors, comment pouvons-nous standardiser la connectivité au Maroc avec les objets connectés, surtout avec le standard 4.0? Bah, aujourd'hui, donc, il y a des expériences qui sont en cours, hein. Donc, aujourd'hui, on a déjà mis en place plusieurs cas d'usage avec des objets connectés dans plusieurs secteurs, aussi bien donc, par exemple dans Smart City. Dans Smart City, quand on fait une ville intelligence, on met des capteurs dans la ville qui vont capter les données. Et donc, ces données-là, une fois qu'ils sont captés par ces capteurs, on utilise de l'intelligence de big data derrière pour pouvoir traiter ces données-là et les exploiter pour des domaines bien spécifiques. Donc, on peut très bien, par exemple, capter des données qui sont relatives à, par exemple, à la circulation. Et donc, on peut effectivement, basé sur ça, donc on peut donner des informations, donc prédire le trafic, donner des informations sur le trafic en temps réel. On peut faire la même chose pour l'éducation, on peut faire la même chose pour la gestion, par exemple, de l'irrigation de l'eau, pour l'agriculture. Donc, il y a plusieurs cas d'usage qu'on peut avoir, effectivement, qu'on peut mettre en place pour l'Internet des objets, aussi bien dans l'agriculture que également dans l'industrie. D'accord. Donc, merci pour votre réponse. Sinon, je m'adresserai plutôt aux gens qui sont avec nous au niveau de Zoom.
Si vous voulez partager vos questions en direct, n'hésitez pas à juste lever la main. Je peux vous donner l'occasion de partager vivement et directement vos questions avec notre expert. Je reviendrai à une autre question. Alors, au niveau de la communication unifiée, est-ce que vous offrez comme solution logicielle et ainsi que les devises qu'on met dans le workplace, dans une Alors, excusez-moi, vous dites, voilà. c'est quoi la question? Alors, au niveau de la communication unifiée, qu'est-ce Oui. que vous offrez comme solution logicielle et ainsi que les devices qu'on met dans une workplace? Bah, enfin, c'est ce que j'ai expliqué en fait dans le framework digital. Donc, on a des solutions aujourd'hui qui sont basées sur la vidéoconférence. Euh, Aujourd'hui, on utilise Zoom. J'aurais pu très très bien utiliser cette vidéoconférence avec notre solution et également donc vous inviter. Donc, nos solutions de vidéoconférence, effectivement, donc on les utilise dans différents domaines. Aujourd'hui, ils sont utilisables dans différentes entreprises, hein, donc pour gérer donc des réunions virtuelles, des réunions à distance. Mais également, ce qui est intéressant pour ces solutions de vidéoconférence, on les applique pour différents secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on utilise la vidéoconférence, enfin la technologie de vidéoconférence également, on les applique pour le monde de la santé. Et donc, et après, donc derrière, ça permet de mettre en place donc le lien entre, par exemple, le docteur, les patients, et on peut gérer derrière ce qu'on appelle la téléconsultation, donc consultation à distance. Donc voilà un petit peu donc, les outils, différentes applications qu'on peut faire par rapport à la vidéoconférence, mais bien sûr, donc la solution qu'on offre, elle est complète avec les devices, avec le logiciel, etc. Oui, D'accord. Maintenant, on demande est-ce que vous avez une offre d'accompagnement technique pour les solutions de technologie provider? les offres technologiques de… Alors, les offres, les solutions technologie ou technologie provider. Bah, nous sommes fournisseurs de nos solutions. Donc, Ok. nous sommes fournisseurs de nos solutions. Maintenant, pour les entreprises, ce qu'on fait, on travaille avec des partenaires. C'est-à-dire que quand on a un client enterprise, que ce soit une banque ou dans l'industrie ou autre, donc on travaille avec un partenaire. Nos projets ils sont toujours implémentés et mis en place par des partenaires, par des sociétés marocaines. Ce sont nos partenaires qui font l'installation et l'intégration du projet. Donc, nous, on fournit la solution, on fournit je dirais, donc l'expérience, on accompagne nos partenaires et on fait en sorte que le projet soit réussi et soit livré en temps pour le client et que le client soit satisfait. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Oui, on a Issam El Mredi sur Facebook qui déjà nous remercie pour le sujet, qui trouve très intéressant. En fait, il se demande si on pouvait développer un peu plus la partie intelligence artificielle. Le conférencier n'en a parlé que brièvement. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails il veut plus d'éclaircissements sur le volet intelligence artificielle et comment elle est appliquée dans la transformation digitale, dans votre cas? OK. Donc, aujourd'hui, donc, en fait, il y a plusieurs réponses par rapport à ça. L'intelligence artificielle, donc, on a une plateforme d'intelligence artificielle qui est sur notre cloud et qui permet de répondre à des besoins précis. Alors, il y a un premier slide que je vous ai présenté donc, sur le contexte de Covid-19. Et aujourd'hui, ce qu'on fait dans un certain nombre de pays, donc on utilise l'intelligence artificielle pour assister les docteurs à faire des diagnostics, des scanners des patients qui sont contaminés par le Covid-19. L'intérêt, c'est que ça va très, très vite et ça permet de faire des comparaisons. Alors, je vais prendre un cas précis pour bien comprendre le contexte d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde parle, par exemple, de 5G, l'application, je dirais, donc de 5G dans différentes industries. En fait, 5G tout seul, on ne parle pas de 5G, on parle de 5G+. En fait, c'est la combinaison, si vous voulez, de 5G avec le cloud et l'intelligence artificielle. Je prends un exemple concret aujourd'hui. Dans l'industrie 4.0, quand on voit des robots, donc les bras de robots qui font par exemple l'usinage, dans l'industrie 4.0, donc ces bras de robots, on les équipe par exemple des caméras de haute définition. Ces caméras de haute définition qui prennent des images haute définition,
plusieurs images à la seconde, et les transmettent par le réseau 5G, ça va très très vite, à une plateforme cloud, intelligence artificielle, qui permet de rectifier et améliorer la productivité. Alors, et tout ça sous contrôle, effectivement, de chefs d'atelier. Par exemple, aujourd'hui, on fait donc l'usinage des turbines de l'Airbus avec la technologie 5G, intelligence artificielle et cloud. Et donc, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une meilleure productivité et ça permet donc surtout répondre à des industries qui demandent vraiment de la précision. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on l'utilise partout, hein. Donc, on l'utilise dans, dans le monde de finance, on l'utilise également dans chez les opérateurs télécoms, on l'utilise également dans l'industrie, donc on l'utilise partout. Donc, soit il est combiné, donc c'est dans le cas de 5G, donc il est combiné avec le cloud du 5G, et dans le cas que je vous ai présenté, par exemple, de Covid-19, donc c'est le scanner qui est téléchargé sur le cloud et c'est l'intelligence artificielle qui fait le diagnostic de scanner. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme Huawei est une multinationale, donc il a quand même une visibilité à l'international sur le monde de la transformation digitale. On a une question sur le positionnement. On se demande comment le Maroc est positionné sur le digital par rapport aux pays arabes et même on peut demander aux pays africains. Et quels sont les secteurs aujourd'hui, les secteurs d'activité au Maroc qui ont intégré le digital dans leurs services? Bah, je crois qu'aujourd'hui, le Maroc, dans le contexte pays arabe, je dirais plutôt africain, donc il est relativement bien positionné. En fait, si on parle de pays arabes, aujourd'hui, il y a des pays comme les Émirats qui sont un petit peu avancés dans la transformation digitale. Donc, quand on va aux Émirats, il y a beaucoup de services qui sont digitalisés. Aujourd'hui, aux Émirats, ils ont même ce qu'on appelle le parking intelligent, la gestion, donc plusieurs services de e-gouvernement qui sont digitalisés. Donc, plutôt le cas du Maroc, on va le situer par rapport au contexte africain, donc il est pas mal situé. Et je pense qu'avec cette pandémie, je pense que c'est une opportunité pour le Maroc pour qu'il se positionne comme un leader digital dans la région. Donc, il y a tous les ingrédients qui sont là pour qu'on soit bien positionné dans le digital donc, des post-Covid. Et qu'en est-il des activités, les activités les plus digitalisées au Maroc et peut-être qui sont dans les premiers rangs de demande? Bah, je pense qu'aujourd'hui, donc, ça on le sait, donc ce n'est pas un secret, donc les opérateurs, ils ont fait quand même pas mal d'efforts, donc ils ont fait pas mal de progrès. Les banques également. Et surtout, donc maintenant, avec cette pandémie, donc on a vu aujourd'hui également comment les ministères donc, s'acharnent pour pouvoir effectivement répondre aux problématiques et aux besoins des citoyens, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau de l'intérieur, que ce soit au niveau de la santé. Donc, je dirais peut-être, donc tous ces ministères, donc ils n'avaient pas manifesté effectivement un grand intérêt pour le digital, mais maintenant avec cette pandémie, on voit très très bien, donc il y a une accélération et je suis confiant. Donc, je pense que l'après donc de ce coronavirus, je pense qu'on aura donc un Maroc digital, un Maroc connecté et un Maroc au service du social et du citoyen. Effectivement, surtout au niveau de l'administration publique, et on est en train de voir des choses on ne s'est jamais Oui, dit que ça va arriver un jour. c'est Alors, super. je vais partager en fait le commentaire d'ici à Altef, le Gaza. Oui, oui. Alors, il nous remercie pour cette belle initiative. On vous remercie aussi pour votre présence. Alors, au niveau des banques, la transformation digitale reste très timide et se limite à quelques services. Probablement pour la maîtrise de la cybercriminalité, tout ce qui est confidentialité des données financières. Plusieurs problématiques persistent toujours, comme la gestion des chèques, des crédits, etc. D'autre part, l'offre des fintech au Maroc n'escorte pas le mouvement international digital. Comment vous voyez l'avenir pour le Maroc à ce stade? Bah, écoutez, je vois déjà donc il y a pas mal des initiatives d'un certain nombre de banques qui ont quand même aujourd'hui donc accéléré donc le digital. Donc je ne vais pas les nommer, mais il y a des banques qui ont quand même accéléré le digital et même des banques qui sont traditionnelles donc n'étaient pas trop portées dans le digital, ils sont en train de lancer ces services. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience et je suis sûr et certain
qu'après le Covid-19, donc il y aura un vrai développement de FinTech au Maroc parce que les banques, ils ont conscience. Et il ne faut pas oublier que nous avons parmi les meilleures banques en Afrique, et ce sont des banques marocaines. Donc, je suis sûr certain qu'ils seront effectivement au rendez-vous et qu'ils vont relever le défi et qu'ils vont accélérer donc, la transformation digitale. Merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, peut-être quand on parle de transformation, dit bien sûr derrière un changement de mindset, un changement de fonctionnement. Vous, en tant que coopérateur qui était là depuis longtemps et qui a mené beaucoup de projets de transformation, quel était le maillon le plus faible et qui prend beaucoup de temps et surtout le volet humain dans le process? Bah, je pense qu'il y a une culture, hein. Je pense que la transformation digitale, la première chose, il faut que ça soit pas porté, le projet, il faut qu'il soit porté par des hautes instances dirigeantes de l'entreprise. Donc, il faut que ça soit effectivement géré au plus haut, premièrement. Deuxièmement, il faut un changement de culture au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle le change management, il faut prendre au sérieux. Et aussi également, c'est pour cela que moi j'ai choisi également cette thématique, le digital infrastructure pour ma présentation, c'est parce que souvent, on parle de transformation digitale, on parle des applications, on parle du web, on parle de ceci, mais on oublie l'infrastructure digitale. Et finalement, quand on fait les choses pas par étapes, c'est-à-dire quand on saute des étapes, eh ben, la transformation digitale n'est pas bien réussie, le retour d'expérience ou de customer experience n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on a loupé des choses. C'est pour ça que j'insiste sur le fondement de base de cette transformation digitale pour que ça soit réussi, c'est la plateforme digitale, infrastructure digitale. Donc, c'est le cloud dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, c'est l'infrastructure, etc. Mais bien sûr, le mindset de l'entreprise, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, il faut que le projet soit porté au plus haut. D'accord. Et on va s'adresser quand même à un type d'entreprise assez particulier qui est la TPE. Et forcément, elle aussi, par rapport à ce post-Covid, elle sera amenée à mener des projets de transformation digitale et que peut-être en voyant le process, pour elle, c'est un processus assez compliqué et qui n'est pas forcément dans cette vision. Euh, et le hard ou l'infrastructure, c'est un budget, c'est derrière un investissement. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez ces TPE qui aujourd'hui veut se lancer dans la transformation digitale et qui se voit aussi limité en termes de budget et surtout pour la partie infrastructure? Bah, justement, moi, les TPE, je leur dis tout de suite, débarrassez-vous de l'IT. Pour les sociétés TPE qui ne font pas de l'IT, qui font autre chose, débarrassez-vous de l'IT. Faites de l'outsourcing. Libérez-vous du CAPEX. Donc, la première chose, aujourd'hui, on a des fournisseurs cloud ici au Maroc qui sont sérieux. Donc, il faut déjà commencer par partir sur le cloud. Donc, il faut trouver le bon fournisseur qui vous fournit le meilleur service. Il faut faire des tests. Hein. Donc, tout simplement, tous ces fournisseurs des clouds, ils vous fournissent donc une période de test et ils vous accompagnent. Donc, il faut outsourcer toute la partie IT. La partie aujourd'hui, vous pouvez outsourcer non seulement la partie infrastructure, mais aussi la partie logicielle. Que vous ne soyez pas déjà, à chaque fois, vous avez des problématiques qui sont liées à la technologie ou l'IT. Donc, ça, c'est la première étape qu'il faut mettre en place. Après, tout dépend du secteur des différents TPE. Donc, après, il faut. Donc, j'ai parlé tout à l'heure comment faire en sorte que vos applications soient ouvertes, je dirais que les collaborateurs puissent accéder donc, à cette plateforme là où ils sont. Donc, on peut mettre des applications, effectivement, les outsourcer, mais s'ils ne sont pas dans un environnement vraiment cloud ouvert, ce n'est pas bon parce qu'il faut que ces applications soient adaptées et qu'on puisse y accéder à partir de n'importe quel moment, à partir de n'importe quel device et dans n'importe quel endroit. Donc, à n'importe quel endroit, je veux travailler, je suis dans la voiture, je peux prendre mon smartphone, je peux accéder aux applications. Donc, tout ça, il faut le prendre je dirais, donc, en considération. Et bien sûr, donc, la relation client aussi qui est très importante. Donc, par exemple, pour les TPE qui ont déjà investi sur des serveurs, ils ont investi, par exemple, si on prend, vous avez évoqué
le fait qu'il y a des bureaux d'études qui travaillent par exemple sur AutoCAD ou d'autres Oui, logiciels. Donc, ouais. ils étaient sur une structure et ils ont investi, ils ont quand même financé ça. Pour la transformation, est-ce qu'on abandonne tout ce qu'on avait ou c'est juste une adaptation de ce qu'on avait pour réussir ces transformations? Non, en fait, il y a un calcul à faire, hein. Donc, en fait, il y a un calcul à faire donc, en fonction de plusieurs scénarios. Donc, soit donc, vous avez une infrastructure qui arrive à, ce que vous avez très bien aujourd'hui dans l'infrastructure ICT, enfin l'infrastructure IT. L'infrastructure IT, au bout de 3 ans, c'est fini, hein. Donc Effectivement. aujourd'hui, donc, plusieurs TPE, ils arrivent en fin de période de support, etc. Donc c'est effectivement, tout de suite, le outsourcing, c'est une alternative. Donc après, donc, il y a plusieurs scénarios, donc c'est un calcul à faire, hein. Maintenant, dans la plupart des petits cabinets, donc j'ai appelé tout à l'heure les sociétés qui font les sociétés d'études, etc., d'ingénierie. Donc ces sociétés-là, donc effectivement, donc il y a la partie IT qui coûte cher, la partie logicielle 3D qui coûte cher. Et donc quand ils font ça donc en cloud, tout de suite ils se retrouvent en termes de coûts, mais en termes de productivité aussi, parce que le fait d'utiliser effectivement donc la technologie, par exemple le cloud desktop, ça permet tout de suite profiter d'accéder à donc enfin, le travail de modélisation que vous avez fait. Donc il peut être accessible, qu'il est hébergé sur le cloud, il peut être accessible à n'importe quel moment, même à partir de votre tablette ou votre smartphone, où vous n'avez pas besoin d'un serveur costaud pour accéder à votre modélisation. Effectivement, Donc, et surtout, vous avez évoqué le fait de l'agilité, surtout que si on va aller à une vitesse supérieure, ce n'est pas un autre investissement en termes de matériel ou d'équipement qui va alourdir le process, mais c'est juste une gestion sur le cloud qui peut faciliter les choses. voilà, donc en Euh, fait, exactement, c'est la facilité des choses, c'est la sécurité et c'est l'agilité aussi. D'accord. Je vais revenir au niveau de Facebook. On a une question sur l'infrastructure digitale au Maroc. Est-ce qu'il est actuellement en mesure d'adopter la blockchain? Parce qu'on entend beaucoup de blockchain ces derniers temps, en tant que technologie. Ouais, écoutez, enfin, le blockchain aujourd'hui, donc c'est une technologie qui commence à faire sa place. Elle n'est pas complètement mûre à 100%, mais qui est déjà là. Donc il y a déjà des cas d'usage clients qui sont réussis. Oui, je pense que tout dépend des secteurs. Le secteur financier, probablement, c'est un secteur qui peut être apte à mettre en place donc le blockchain. Maintenant, l'infrastructure, on parlait l'infrastructure, oui, aujourd'hui, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le Maroc, il est assez bien positionné en Afrique en termes d'infrastructure. Donc, pour des projets sérieux, bien étudiés, oui, donc il y a l'infrastructure, elle est prête effectivement à accompagner et faire en sorte que le projet soit une réussite. Maintenant, le vrai problème que nous avons, je dirais, en termes d'infrastructure, c'est plus un problème de comment faire en sorte de généraliser la connectivité dans tout le Maroc. Et ça, c'est un droit. Et donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la bataille pour le Maroc aujourd'hui. Donc les responsables, ils le savent très très bien. Seulement, comment faire en sorte je dirais donc de généraliser la connectivité partout dans le Maroc et faire en sorte de rayer donc cette fracture digitale et que le citoyen soit donc à Casablanca ou dans l'Atlas ou dans le sud ou dans le désert, qui est capable à tout moment d'accéder à Internet. Bien sûr, à des débits différents, puisque on privilégie là où il y a de l'activité, mais au moins que la connexion soit omniprésente dans tout le pays. Parce que tout dépend de la connexion. Tout dépend de la connexion. Euh, on a aussi, c'est pas une question, mais de toute façon, je m'adresserai plutôt à Si Hassan si vous avez plus de détails à éclaircir. Lui, il parle des smart cities. Et je crois dans votre Oui, présentation, vous avez évoqué les smart cities. Qu'en est-il des smart cities au Maroc? Est-ce que Huawei avait prévu ou avait participé à des projets dans ce sens? oui. Bah, nous avons donc la première référence aujourd'hui au Maroc, c'est Marrakech. C'est pas encore Smart City, mais on appelle ça Safe City. Donc aujourd'hui, Marrakech, donc, elle est équipée de caméras de vidéosurveillance avec une plateforme de mur d'image, de data center.
qui permet effectivement aux autorités de Marrakech de sécuriser la ville. Et donc, tout ça c'est fait donc, avec notre infrastructure. Donc, c'est une collaboration que nous avons mis en place avec la wilaya de Marrakech, et nous avons travaillé avec des partenaires marocains, des sociétés marocaines qui ont mis le projet en place. Donc, ça, c'est ça, c'est le premier projet. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives de Smart City qui sont en cours, qui vont bientôt, je dirais, mises en place. Donc, il y a Casablanca qui est en cours, mais ce n'est pas encore finalisé. Mais vous savez, dans Smart City, il y a plusieurs étapes. La première étape, déjà, c'est sécuriser la ville par la vidéosurveillance. Et donc, ça, c'est un projet qu'on a fait avec Rabat. Ah, pardon, avec Marrakech. D'accord. Merci beaucoup aussi, Shakib. Alors, on a une question de Hassan. Est-ce que vous avez une offre pour les clients qui veulent mettre en place une conférence room, notamment le matériel qui prend en considération la composante son et image, ou alors vous faites appel à des partenaires dans ce volet? Nous, sur le conférence room, bien sûr, on travaille toujours avec les partenaires. Bon, qu'est-ce qu'on propose dans notre infrastructure? Donc, nous, on va proposer les caméras. Donc, on va proposer je dirais, des serveurs, etc. Après, tout dépend des projets, mais il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille. On travaille avec des partenaires pour compléter notre offre, premièrement. Deuxièmement, on travaille toujours par un canal indirect. Donc, on travaille toujours par un canal direct. C'est toujours des partenaires marocains qui permettent effectivement de mettre le projet en place et la livraison du projet aux clients. D'accord. On a aussi, c'est Aziz qui rebondit sur votre commentaire quand vous avez dit aujourd'hui les entreprises doivent abandonner l'IT et l'accès principalement sur le cloud. Est-ce que vous pouvez, donc ça demande, est-ce que vous pouvez développer plus votre idée? Aujourd'hui, la technologie, elle est là. Il y a pas de problème de sécurité. Vous avez plusieurs fournisseurs qui sont ici au Maroc. Leur data center, c'est au Maroc. Le cloud, il est au Maroc. Et ils sont capables de gérer vos données. Donc, ils sont capables de vous aider, premièrement, à alléger votre facture en termes je dirais, de CAPEX, donc tout ce que vous dépensez en termes d'infrastructure IT. Et puis, deuxièmement, une fois que vous avez votre IT sur un cloud, vous avez ce qu'on appelle l'agilité. L'agilité dont toutes les entreprises ils ont besoin aujourd'hui. Puisque vous allez utiliser de l'infrastructure à l'usage. Alors, comme le cas que je vous ai présenté de l'e-commerce, hein, en temps normal, il a une activité à peu près stable, mais quand il utilise les promotions de Black Friday, il a le pic. Alors, s'il n'est pas en cloud, il ne peut pas gérer ça. Donc, justement, cette notion d'infrastructure élastique qui permet de faire effectivement face au pic des utilisateurs. Et donc, ça permet effectivement d'offrir l'élasticité, réduire les coûts et avoir une infrastructure, une IT, je dirais, simplifiée pour les entreprises. Merci beaucoup. Bon, en parlant du cloud, à un certain moment, vous avez parlé des personnes ou des prestataires qui sont au Maroc. Est-ce que vous recommandez plutôt de travailler avec des prestataires marocains, ou bien on regarde pas mal d'entreprises qui cherchent à mettre les données ailleurs? Écoutez, le marché il est là. Donc je pense qu'il faut prendre contact avec ces fournisseurs-là, et il faut exiger à ce qu'ils vous donnent une période de test, hein, pour pouvoir faire des tests et comparer. Donc, c'est ça qui vous permet de faire le choix. Mais en tous les cas, les fournisseurs, il y en a de plus en plus maintenant au Maroc, bien sûr. D'accord. Et en termes de choix, quelle est la chose la plus importante à superviser, à surveiller? Je pense premièrement, il est intéressant de faire un test avec le fournisseur de cloud. D'accord. Bon, moi, je ne vais pas faire de la publicité, mais évidemment, aujourd'hui, Mais c'est juste parce que nous, on s'adresse plutôt à des entreprises et oui, c'est un nouveau achat. Et quand on est devant un nouveau achat pour pas mal d'entreprises, qu'il ait juste une visibilité sur les spécifications techniques à prendre en charge écoutez, et à superviser pour qu'ils ne soient pas surpris par la suite. qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi en privé. Moi, Voilà. je peux les conseiller. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on a un commentaire de C. Abdelaziz.
Alors, pour lui, dans ce changement au Maroc, ma question, dans ce changement au Maroc, spécialement le e-gov, comment prendre au sérieux la transformation digitale de bout en bout, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir une demande ou une vitrine, mais l'amélioration continue, l'amélioration de la prestation. Quel est le comportement gagnant, toujours avec le principe d'agilité? Je cite l'exemple de la conversion financière. En fait, ça, c'est plutôt un commentaire, mais si j'ai compris un petit peu la question en général, c'est un process qui prend en compte toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Quels sont les checkpoints qu'on doit mettre pour une transformation digitale réussie? Ouais, c'est une question un peu vague, mais en tous les cas, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc la transformation digitale, donc ça se fait par étapes. Et la première étape, qui est la base, le fondement de base, c'est le cloud. Après, on va regarder, est-ce qu'on veut digitaliser la partie relation client? Est-ce qu'on veut digitaliser le workflow de la partie comptabilité et ressources humaines? Donc après, c'est par étapes D'accord. et aussi par priorité pour l'entreprise. D'accord. Si Abdessamad, vous avez la main, vous pouvez partager votre question en direct. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais juste connecter le mic. Oui, Et là, c'est bien, on vous écoute. Alors, merci pour la qualité de l'échange. Je suis venu un peu en retard, malheureusement. Mais ma question, c'était orientée dans les administrations publiques au Maroc. Alors, moi, je suis très enthousiaste et optimiste pour l'avenir dans la transformation digitale. Il y a un bon change management. Malheureusement, il y a des services qui ont déjà commencé. On dirait que c'est juste fait pour la forme et c'est pas de bout en bout. Je cite la conservation foncière qui a déjà commencé par délivrer des titres fonciers par Internet. Et malheureusement, il est tombé avec les règles de base, les règles de gestion archaïques, qu'il faudra les signer et se déplacer pour le valider. Moi, je cite cet exemple pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans le e-gov pour que ça évolue et avoir non seulement une dématérialisation ou une transformation, mais vraiment des services concurrentiels et à la hauteur à la hauteur de services du citoyen. Merci. Merci beaucoup, ouais. Saptima, pour votre commentaire. Je crois que premièrement, donc, une transformation digitale, comme on est parlé de la conservation foncière, c'est assez lourd. C'est pas juste, c'est pas seulement de la technologie. Alors, au point de vue, je dirais, donc, on te parle de donc, la conservation foncière ou plutôt e-gov. Donc, transformation à ce niveau-là, donc ça implique également des décisions politiques. Parce que vous avez la technologie, elle est là, mais s'il n'y a pas également des décisions politiques pour pousser les choses, ça n'avance pas. Et donc, en fait, c'est pour réussir dans cette, je dirais, transformation digitale au niveau e-gov, c'est tout un framework qu'il faut mettre en place. Ce framework, il doit tenir compte de l'infrastructure digitale, des applications qu'il faudrait mettre en place, du workflow, du cloud, etc., de la partie cybersécurité et de la partie politique de bout en bout. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que le gouvernement? Qu'est-ce que je dirais, les communes? Quels sont les arrêtés qu'il faut pousser? Quelles sont les choses qu'il faut mettre en place pour faciliter donc, je dirais donc le projet? Et donc ça, effectivement, c'est une vision globale. Et aujourd'hui, moi, je pense que pour la conservation, donc, ils ont commencé par la dématérialisation. Maintenant, donc, comme vous dites, ils ont fait face à d'autres problèmes, je dirais, qui sont ce qu'ils sont. Mais je suis sûr certain, après cette pandémie, donc, les choses ils vont s'accélérer dans le bon sens. Et moi, je vois également donc, l'Agence digitale de développement, l'ADD, qui a proposé pas mal de choses depuis le confinement. Donc, je suis relativement confiant que les choses avancent mieux donc, par la suite. C'est Oui, un changement et chaque changement prend du temps, c'est normal. absolument, absolument. Parce qu'avant, il y avait des gens qui étaient résistants par rapport au digital. Maintenant, ils sont plus résistants parce qu'ils ont bien vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout simplement s'il n'y a pas juste l'Internet, s'il n'y a pas juste des outils comme ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas continuer nos tâches quotidiennes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, donc, cette résistance, elle sera de moins en moins présente. Et donc déjà, c'est quelque chose qui est positif.
D'accord. On a une autre question au niveau de Facebook. Est-ce qu'on Alors, peut ça va avoir être la plus... dernière question, hein. Ah, d'accord. Si c'est une dernière question, on prendra, on prendra, je vais checker une question sur la Pocket Money. Donc là, on a une question qui se dit pourquoi cette technologie, pourquoi les solutions Pocket Money sont, quelles sont les contraintes de ces solutions et pourquoi ils n'ont pas eu une réussite remarquable. Alors, bah, en fait, quand on parle Pocket Money, donc en fait, c'est le mobile money d'une manière générale, donc le e-payment, etc. Et en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pour que ça marche, il faut avoir premièrement, par exemple, pour le mobile banking, il faut avoir un compte bancaire. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, quand on parle d'une manière générale pour ces nouveaux modes de paiement, il faut développer un écosystème. Donc aujourd'hui, si moi, citoyen, je veux adopter, je dirais, donc cette technologie, et il faut que donc quand je vais acheter mes produits, il faut que donc le marchand soit aussi équipé de ça et qu'il accepte. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail qu'il faut faire au niveau de l'écosystème. Donc la technologie, elle est là et il marche déjà dans d'autres pays. Par exemple, en Afrique, depuis longtemps, on utilise rien que des téléphones GSM. Il y a 10 ans, on utilisait le GSM tout simplement pour faire des transferts de monnaie, donc à travers des opérateurs télécoms. Donc ça existe depuis longtemps, mais maintenant, je suis sûr et certain que c'est des choses qui vont se développer dans le bon sens. Inch'Allah. Donc, sur ce, notre webinaire touche à sa fin. Donc, Merci. on vous remercie beaucoup, si Rachel, pour votre partage. Pour les personnes qu'on n'a pas pu réellement faire suite à leur questionnement, n'hésitez pas à contacter si Rachel, soit par Absolument, avec mail plaisir, ou avec au niveau plaisir. de LinkedIn. Il n'hésitera pas à faire suite à vos questions ou besoin d'éclaircissement. Merci à toutes les personnes qui nous ont pu suivre. Je reviens vers vous, Chaki, pour un Oui. dernier mot de clôture avant qu'on mette fin à cette belle rencontre. Bah, écoutez, donc je vous remercie beaucoup et je suis désolé de ne pas pouvoir rester avec vous longtemps parce que j'ai autre chose qui va démarrer tout à l'heure. Mais vous avez mon adresse email. Je partagerai également mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'envoyer vos emails. Donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et je suis ravi d'avoir donc cette première prise de contact. Et je remercie M. Delis Drift pour cette initiative. Merci beaucoup à tous. Merci à tout le monde qui sont en train de nous suivre au niveau du Zoom ou au niveau de Facebook. N'hésitez pas à suivre la série des webinaires de la semaine. Le programme est partagé au niveau de Facebook et au niveau de tous les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain, Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir.